Dans le cadre de la prévention des risques liés aux atmosphères explosives, une directive de l'Union européenne, transcrite dans le Code du travail, indique les mesures techniques et organisationnelles qu'il faut prendre pour empêcher la formation de ces atmosphères explosives, pour prévenir leur inflammation et pour réduire les effets d'une explosion. Avant d'exposer ces mesures, il est utile de rappeler la mécanique des explosions et des incendies qui ont pour base commune la combustion. Quelle que soit l'origine et l'importance du feu, la combustion implique toujours la présence de 3 éléments. Premièrement, un combustible, c'est-à-dire une substance capable de brûler. Ici, c'est un liquide, un solvant, mais ce pourrait être de l'essence. Ça pourrait être aussi un gaz, comme du méthane, ou encore un solide, du bois, du carton ou un produit agricole. Le deuxième élément, nécessaire à la combustion, c'est le comburant. Ce comburant, le plus souvent, c'est l'oxygène de l'air. Et enfin, troisième élément, il faut une petite quantité d'énergie pour que la combustion puisse démarrer. Ici, c'est la flamme d'une allumette qui a enflammé le liquide. Mais il y a bien d'autres sources d'énergie capables de démarrer la combustion. Par exemple, des étincelles dues à des frictions, des étincelles électriques, des projections de soudure ou d'oxycoupage, de simples surfaces chaudes et même l'électricité statique. L'électricité statique est une source d'inflammation dont l'énergie est produite par le frottement entre certains matériaux. Elle est particulièrement sournoise car on ne voit rien pendant que cette énergie s'accumule. Mais l'énergie ainsi emmagasinée peut soudain se libérer sous la forme d'une étincelle et enflammer un mélange de combustible et de comburant. Voilà, donc je vais approcher ma cellule et je vais voir à quel moment je vais... Toutes sortes de frottements peuvent entraîner des décharges électrostatiques. Une poudre à l'intérieur d'un convoyeur pneumatique, nos chaussures sur le sol, ou encore le frottement d'un emballage. Et secondo, d'où vient la charge? Pour en terminer avec le triangle du feu, indiquons encore 2 caractéristiques de la combustion. Premièrement, une fois que le feu a pris, l'allumette n'est plus indispensable. La combustion produit elle-même la chaleur nécessaire à son propre fonctionnement. Deuxièmement, quel que soit le type de combustible, ce qui brûle, c'est toujours un gaz. Dans le cas du fioul, ce n'est pas le fioul qui brûle, c'est la vapeur qui se forme à sa surface. Dans le cas des solides, ce qui brûle, ce sont les gaz émis par le solide sous l'action de la chaleur. On les appelle les gaz de pyrolyse. Aucune combustion n'est totalement exempte de danger. Il suffit qu'elle échappe à notre contrôle, et c'est l'incendie. Voici les principaux effets, souvent dévastateurs, de l'incendie. La chaleur et le feu brûlent les installations et provoquent leur effondrement. Les fumées réduisent la visibilité et sont souvent toxiques. Enfin, la combustion consomme l'oxygène de l'air et rend l'atmosphère irrespirable. Dans les entreprises, toutes sortes de liquides sont fréquemment utilisés à l'occasion de chantiers et de travaux de maintenance. Il peut s'agir de réactifs, de solvants, de produits de traitement de surface, de vernis, de peinture et de carburant. Tous sont des produits inflammables. Pour caractériser le danger de ces liquides, le paramètre le plus important est ce qu'on appelle le point éclair. Le point éclair, c'est la température à partir de laquelle le liquide émet suffisamment de vapeur pour qu'une combustion puisse démarrer. Par exemple, le point éclair du fioul est 70 degrés. Il faut le chauffer jusqu'à 70 degrés pour qu'il s'enflamme. Certains produits ont des points éclairs plus bas. Par exemple, les liquides classés comme très inflammables ont un point éclair inférieur à 0 degré. Ce qui veut dire qu'à température ambiante, il suffit d'en déboucher une bouteille pour que s'en échappe des vapeurs facilement inflammables. Ces liquides sont donc particulièrement dangereux.
l'explosion, la combustion est beaucoup plus vive que dans l'incendie. Dans l'incendie, le combustible se forme peu à peu. Par exemple, dans un feu de fioul, il faut du temps pour que les vapeurs se produisent par échauffement à partir du liquide. Ce qui ralentit la combustion, c'est la lente production de ces vapeurs. Dans l'explosion, en revanche, le combustible n'a pas à être produit. Il existe déjà. Pour une raison ou une autre, il y a dans l'air des vapeurs, des poussières ou un gaz tout prêt à s'enflammer. La combustion, une fois amorcée localement, n'a rien à attendre. Elle n'a plus qu'à se propager. Et elle le fait très rapidement. On va créer une explosion à l'air libre. En fait, c'est un flash, si on veut. On va pas voir les effets mécaniques de l'explosion parce qu'on est à l'air libre, mais ça va être... mais si on était confiné, en fait, on détruirait l'enceinte. Que le combustible soit solide, liquide ou gazeux, il faut savoir que plus sa surface de contact avec l'air est grande, plus la combustion est importante. Si un liquide est pulvérisé dans l'air, les milliers de petites gouttes de l'aérosol formées ont une surface de contact avec l'air beaucoup plus importante que la même quantité de liquide placée dans un récipient. C'est précisément ce mélange du combustible avec l'air qui constitue une atmosphère explosive. On dit une ATEX. Encore faut-il, pour qu'il y ait une véritable ATEX, que les proportions du mélange soient adéquates. Car s'il n'y a pas assez de combustible dans le volume d'air donné, le mélange ne brûle pas. On est en dessous de la limite inférieure d'explosibilité. Inversement, s'il y a trop de combustible par rapport au volume d'air, le mélange ne brûle pas non plus. On est au-dessus de la limite supérieure d'explosibilité. Mais si combustible et air sont mélangés dans les proportions adéquates, on est dans les limites de l'inflammabilité. Et quand on présente une source d'inflammation, c'est l'explosion. Entre ces deux limites, l'espace est plus ou moins grand selon les produits. Voici pour quelques produits leur limite inférieure et supérieure d'explosibilité. Elles sont données en pourcentage de gaz qu'il faut dans l'air pour que l'explosion soit possible. On voit que ces limites sont très écartées pour l'hydrogène et pour l'oxyde d'éthylène. Il s'agit donc de produits très dangereux. Quand les proportions du mélange sont idéales, la violence de l'explosion est maximale et l'énergie nécessaire pour déclencher l'explosion est minimale. Ces proportions idéales sont appelées stoichiométriques. Voici maintenant les EMI, c'est-à-dire les énergies minimales d'inflammation de quelques produits. On voit qu'il suffit d'une étincelle de quelques microjoules pour faire exploser l'hydrogène, l'acétylène et l'éthanol. Il faut savoir qu'une étincelle de quelques microjoules est si petite qu'elle est souvent invisible. Alors que nous-mêmes, en marchant sur la moquette ou en faisant tomber un outil d'un établi, nous produisons des étincelles 1000 fois plus puissantes. Donc, dans une ATEX, il faut veiller à ne pas générer la moindre étincelle. Ce qui peut aggraver les choses, c'est l'endroit où se produit l'explosion. Si elle a lieu à l'air libre, les flammes se propagent à une vitesse d'environ 10 mètres secondes et la surpression peut atteindre quelques bars. Si l'explosion a lieu dans un milieu fermé ou confiné, de plus de 1000 mètres secondes, et la surpression peut atteindre plusieurs dizaines de bars et engendrer des effets destructeurs importants. On comprend que les conséquences d'une explosion, en particulier d'une déflagration, puissent être dangereuses pour les personnes. Premier danger, celui de l'onde de pression. Elle peut renverser des personnes, déchirer les tympans et causer des lésions internes. Elle peut aussi projeter à grande vitesse sur des personnes toutes sortes d'objets non arrimés, des outils, des pièces mécaniques, des récipients. Enfin, autre danger, la chaleur des flammes peut causer des brûlures. L'explosion de poussière est tout aussi dangereuse. De nombreux accidents en témoignent. C'est en outre une explosion insidieuse, car on ne pense pas à la poussière comme à un produit dangereux. Et pourtant, toutes les poussières combustibles telles que le charbon et la sciure de bois, mais aussi la farine, le sucre, le café soluble, le tonnerre de photocopieur et certaines poudres métalliques, bref, toutes ces poussières sont susceptibles d'exploser. À titre d'exemple, voici 3 explosions de poussière. Et quatrième condition, une source d'inflammation. D'abord, l'explosion à l'air libre de 5 kg de farine de blé mise en suspension.
Voici le résultat. C'est plus grand-chose, hein, quasiment un petit peu de farine là, qui est éparpillée. Voici maintenant l'explosion de 2 kg d'amidon de maïs mis en suspension dans une cuve de 10 mètres cubes équipée d'un évent. Voici enfin une explosion qui, amorcée à l'une des extrémités d'un tube, se propage à l'intérieur en soulevant la poussière déposée tout au long de ce tube. Ces démonstrations témoignent, s'il en était besoin, du caractère dangereux des explosions de poussière. Pour terminer, voici 4 mesures importantes prescrites par le Code du travail. Leur objectif est d'assurer une meilleure protection des personnes qui travaillent dans des lieux où une évaluation des risques a montré que des atmosphères explosives peuvent se former. Premièrement, il importe d'empêcher la formation d'atmosphères explosives. Par exemple, en remplaçant l'air par un gaz inerte, en stockant les liquides inflammables au froid, en veillant au bon confinement des liquides et des gaz et à la bonne ventilation des locaux. Deuxièmement, il faut éviter l'inflammation des ATEX qu'on n'aurait pas pu réduire. Pour cela, on utilisera des équipements adaptés, par exemple des matériels ne générant pas d'étincelles et des vêtements antistatiques, et on effectuera les mises à la terre nécessaires. Troisièmement, il faut limiter les effets d'une explosion éventuelle. Par exemple, le recours à un évent permet de réduire la surpression et de limiter ses effets destructeurs. Enfin, il faut informer et former le personnel mis en danger par les ATEX. Par exemple, on soumettra les travaux dans les zones dangereuses à un système d'autorisation et on signalera ces zones dangereuses. Le respect de ces consignes devrait permettre de diminuer de façon notable les risques relatifs aux explosions en milieu industriel.